Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Tu nous dis, Emmanuel, quand on commence, c'est tout bon? Oui, oui, tout le monde vous entend. Super, ben, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous, à cette nouvelle édition des perspectives de l'IA, qui sont une série de webinaires qui date maintenant, voilà, 5 ans depuis le lancement de l'Institut multidisciplinaire en intelligence artificielle MIAI, porté par l'Université de Grenoble. Et dans ce contexte-là, les séries de webinaires ont été mises en place dans le cadre du Bureau Innovation et porté et piloté par Minalogic, le pôle de compétitivité en sciences numériques de notre région. L'idée de ces webinaires, c'est de disséminer, acculturer la communauté et partager les différentes avancées autour de l'intelligence artificielle, ses usages et ses applications. Et pour 2025, l'idée était de faire des focus par filière, d'où la session d'aujourd'hui qui portera sur l'IA et son intégration dans la filière du textile. Pour cela, on aura une série de 3 témoignages et de présentations inspirantes. Donc, on aura l'intervention du pôle de compétitivité Tectera par Issam Chaouki et ensuite une présentation d'Apollo Plus qui apporte une solution d'IA Golden Eye Smart Vision qui a été d'ailleurs primée en 2025, prix innovation des entreprises. Et ensuite, nous aurons l'intervention d'Éric Dargent, qui vient de la société Araïco et qui propose d'accompagner des ETI et des PME dans leur intégration de l'intelligence artificielle au sein de leur métier. Vous aurez en fin de présentation la possibilité de poser vos questions et d'interagir également avec les différents intervenants. Et voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Issam. Et je t'invite, Issam, à partager ta présentation si possible. Ok. Bonjour, est-ce que vous m'entendez très bien? Parfaitement bien. Super. Est-ce que vous arrivez à visualiser mon écran? Très bien. Si tu pouvais juste passer en... Voilà, super. Donc, je me présente, donc Issam Chauki, je suis chargé de projet innovation chez Tectera. Principalement, je travaille principalement sur la thématique industrie du futur, donc tout ce qui est digitalisation du process et innovation process, et aussi une partie, quelques projets sur l'économie circulaire. Donc, je vais commencer par présenter un peu Tectera pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Tectera, c'est le pôle de compétitivité du textile, innovation, en France. Donc, on a trois services. Donc, on fait tout ce qui est service innovation et R&D. Voilà, de l'émergence des idées, structuration de projet, la labellisation de projet et un accompagnement personnalisé, des fois sous forme de prestations. On fait aussi du développement au business, tout ce qui est développement marché, donc les opportunités d'affaires, l'accompagnement sur les salons. Et on a une plateforme de 300 mètres carrés pour héberger des projets avant d'industrialisation. Pour vous parler un peu de notre écosystème, donc Tectera regroupe en 2024, donc les chiffres à fin 2024, donc 267 membres, dont 227 entreprises et 100 PME. Donc ça regroupe un peu les acteurs de la filière textile sur tous les métiers, mais pas que. Donc il y a aussi des centres, des labos et des écoles, des centres de recherche, des labos pour pouvoir mener des projets collaboratifs. Donc ça, c'est quelques chiffres sur la région pour montrer que la filière textile, ou l'industrie textile, c'est une industrie clé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, surtout sur la partie textile technique. Donc quelques chiffres clés depuis le démarrage de Dectera, donc 318 projets depuis 2005. Pour l'année dernière, on a réussi à déposer 39 projets et on a financé 25 projets, dont 5 projets européens. Pour aller un peu sur ce qu'on fait chez Tectera, donc on est animé sur une feuille de route sur 3 axes principaux.
Donc, l'axe économie circulaire, où on va parler tout ce qui est recyclage, matériaux biosourcés et autres, donc tout ce qui est impact environnemental. L'axe digitalisation, c'est l'axe qui nous concerne aujourd'hui et sur lequel on a pu travailler avec Apollo Plus et quelques membres de la filière textile pour pouvoir mener des projets collaboratifs. Et le dernier axe, c'est l'axe le plus mature, c'est tout ce qui est matériaux avancés et intelligents. Et donc, on fait toujours de l'accompagnement au développement économique, plus tout ce qui est structuration, innovation, tout ce qui est dossier innovation, et on fait le pont entre les financements publics et les PME, que ce soit région, France ou Europe. Donc, on a pas mal d'acteurs européens. On a un outil qu'on utilise chez nous, qui s'appelle les clubs et qui marche très bien. Un club, c'est un écosystème, un petit écosystème au cœur de l'écosystème Tectera. Et un club, c'est une thématique. Donc, on a trois clubs, trois axes stratégiques. Donc, ça fait trois clubs. Donc, club récit, c'est tout ce qui est économie circulaire. STU, matériaux avancés. Et le club industrie du futur qui va concerner tout ce qui est axe digitalisation. Donc, ces clubs-là, ça nous aide, nous, à vraiment, à une première phase. Donc, je vous présente le club IDF, puisque ça concerne toujours la digitalisation. Je vais vous raconter rapidement comment on fait. Donc, le club IDF, c'est un écosystème de 13 acteurs, 13 PME, des textiliens. Principalement, donc, pas d'offreurs de solutions dans le club. Donc, le club, il est toujours orienté besoin. Et pour la vision du club, c'est viser l'excellence opérationnelle et décisionnelle à travers la digitalisation. Donc, c'est toujours centré humain avec deux axes stratégiques, aide à la décision, tout ce qui est maîtrise de données, etc., aide à l'opération. Donc là, on parle automatisation, robots et autres. On a fait une sorte de diag au début des membres des clubs et on s'est fixé un objectif de monter en maturité de 14% en 3 ans. Donc, vous voyez très bien, là, c'est les axes sur lesquels on a pu diagnostiquer la maturité digitale de chaque membre pour pouvoir fixer les objectifs et les priorités derrière. Et donc, tout simplement, on a listé aux industriels textiliens les besoins. On a fait le diag, ça a donné un résultat par axe de travail et on a proposé les thématiques. Et toutes ces thématiques sont votées au niveau du club pour dire, tiens, telle thématique, c'est important qu'on la traite ou pas. Et donc, un club, c'est 4 jours, 4 rencontres par an. Chaque journée, il est autour d'une thématique. Donc, ça va être digitalisation pour l'énergie, digitalisation pour traçabilité, etc., etc. Donc, c'est sous ces formes-là. Et sur la journée, donc, on ramène des offreurs de solutions qu'on va faire intervenir à des briques technologiques à différents niveaux de maturité, à TRL amont, ça peut aller de TRL 4 jusqu'à TRL 7. Et l'objectif, vraiment, c'est d'aller vers l'innovation. Donc, c'est des produits et des briques technologiques qu'on doit industrialiser chez nous dans la filière textile. On est membre de 2 EDIH, Minasmart et Polytronics. Et ça, c'est les chiffres à mi-trajet. Donc, après 18 mois, on a quand même, on fait de la sensibilisation à acculturation. Ça va de la sensibilisation à acculturation, créer l'écosystème, donc rencontre de la filière avec les offres solutions. Et ça va aller vers des services vraiment individuels pour l'accompagnement des projets et tester avant d'investir. Donc ça, c'est les chiffres de 18 mois de Tectera, de la filière textile. Bon, c'est le nombre d'entreprises qui a pu bénéficier au service EDIH. Donc, on a 3 sous-axes sur l'axe digitalisation. Donc, le premier, c'est les derniers slides, hein. Je vais pas trop tarder. Donc, premier sous-axe, c'est tout ce qui est digitalisation au service de la conception, donc la partie amont. Et donc là, on voit bien on a mis un code couleur qui a de l'émergence, soit des projets financés ou projets déposés. Et par rapport à ces sous-axes, en 2024, on a fait beaucoup d'émergence, beaucoup d'ateliers. Donc, des ateliers, c'est des webinaires ou des rencontres de 2 heures entre offreurs solutions, briques technologiques et potentiels utilisateurs de cette brique.
Et donc là, vous voyez bien qu'on a fait pas mal de projets, on a initié pas mal de projets et ça reste à déposer, à financer après. L'axe cœur de la digitalisation, c'est la digitalisation de la fabrication et là, on voit toutes les couleurs. Donc on fait de l'émergence, on a déposé des projets et on a financé des projets. Et comme ça fait transition. Donc, Apollo Plus, ils ont pu travailler avec un industriel qui s'appelle TIL, donc Teinture et Impression de Lyon, sur leur projet. Donc, le besoin, c'était de contrôle qualité d'aspect du tissu imprimé. Et donc, là, on a pu monter un projet Apollo Plus et TIL. On a déposé le dossier l'année dernière. L'année dernière, montage du dossier, on a déposé, on l'a labellisé l'année dernière, il a été financé. Donc, le budget global du projet, il était de 700 000 euros. On a pu avoir un financement à 300 000 euros de la région. C'était le guichet transformation des PME par l'innovation. Le dernier axe, c'est celui de la digitalisation de la chaîne de valeur. Et là aussi, on va retrouver pas mal de couleurs. Donc, il y a ce qui a été déposé, ce qui a été généré, un peu aussi d'émergence dans des ateliers d'innovation sur les cybersécurités, par exemple. Et donc là, tout ce qui est, donc on parle ici de toute la chaîne de valeur. Donc, ça va regrouper les partenaires, les fournisseurs jusqu'aux clients. Et ici, on traite aussi les enjeux de traçabilité quand vous voyez là, par exemple, à l'exemple du projet Digitrace, qui est un projet qui va traiter la traçabilité du textile jusqu'à l'utilisateur. Et voilà, je tiens à vous remercier. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et je laisse la main après à Thomas. Merci beaucoup, Issam. Pendant que Merci. Thomas passe son jeu de slide, j'avais une question sur le programme d'accélération qui est proposé. Du coup, ça se traduit comment? Ce sont des ateliers, des mises en relation, c'est ce que vous disiez, mais est-ce qu'il y a par exemple des POC à faire valider avec des experts du domaine et des financements qui sont alloués aux porteurs de projets? Exactement. Donc, on va regarder à peu près les fonds publics, que ce soit sur la région. Bah, ça va dépendre du consortium. Si les actes, des fois, on a des acteurs un peu sur toute la France. N'oublions pas que on n'est pas on est pôle textile France et du coup, on a des acteurs un peu répartis partout pas dans la France. Et donc, par rapport au consortium, on va aller chercher le guichet adéquat. Et derrière, faire du montage de projet. Donc, on va un peu structurer le projet, regrouper, animer des groupes de travail, voir l'appel à projet concerné, structurer, labelliser et déposer. Et on travaille souvent par success fees. Donc, si le projet il est financé, nous, on est gagnant. Sinon, on est perdant. Donc, on est sur une politique gagnant-gagnant. Après, Et- ça pourrait aussi aller vers des guichets européens aussi, parce qu'on a pas mal d'acteurs. Oui. On a des projets collaboratifs où il y a des industriels de la France, Allemagne, Belgique, etc. Et voilà. Donc, ça va dépendre vraiment de la localisation, du contenu du projet et du contenu de l'appel à projet. Et ça, c'est notre métier. C'est de faire l'adéquation entre tout ça et aussi aider à émerger les idées et être Mm. principalement, en fait, les clubs, c'est pour ça que je dis que c'est important, c'est un outil d'écoute de l'industriel. Et par Oui. rapport à cette écoute-là, ben, on est vraiment vers des besoins concrets et derrière, on propose des choses qui sont vraiment utiles et, et pertinentes pour l'industriel. D'accord. Et avec le projet Minaspar, donc c'est coporté entre vous et Minalogic. C'est aussi Donc, dans le la projet, même. Oui. Euh, donc, le projet Minasmart, c'est un EDIH. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les EDIH, c'est des hubs de digitalisation Mhm. qui ont été créés par l'Europe. Donc, un EDIH, c'est une région et une thématique de digitalisation. Donc, il y en a une trentaine en Europe. L'un des EDIH de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'appelle Minasmart. Le leader, le coordinateur du projet, c'est Minalogic. Et D'accord. les autres membres du consortium, en fait,
c'est les pôles filières. Donc, il y a en fait Minasmart, il a pour vocation accompagnement des PME pour la transformation digitale. Et ça regroupe en gros des pôles d'offreurs de solutions de digitalisation et des pôles filières. Il y a D'accord. pôle énergie, mobilité, chimie, médicale, comme médical, nous, Tectera pour le textile, etc. Et en face, on a les pôles offreurs de solutions comme Minalogic, ENE, Swarm. Donc voilà, c'est des. Et l'objectif, c'est vraiment, c'est ce que j'ai listé avant, c'est de l'acculturation. Il y a des services collectifs, l'acculturation, rencontre entre offreurs de solutions et demandeurs, et potentiels donneurs d'ordre. Et il y a des accompagnements sur la formation et donc tout ce qui est humain, donc formation et recrutement. Tester avant d'investir, donc test before invest. Donc c'est la réalisation de quelques POC. Et donc formation, écosystème, tester avant d'investir et aussi chercher les fonds et le financement, que ce soit privé ou public. Merci beaucoup. Ben, Thomas, Voilà. vous qui avez bénéficié du coup de toute l'offre d'accompagnement de Tectera et qui avait été lauréat du prix Innovation, est-ce que tu peux partager du coup tes slides et nous faire Bien la sûr. Bonjour présentation de Golden Eye Smart Vision? Voilà, vous voyez bien mon écran? Non, enfin pas de mon Ah, côté en tout cas. Je ne sais pas pour les autres. Non, effectivement, on voit les pictos. Voilà, parfait. Ah, super. bon, vous dites-moi si ça ne bouge pas, parce que parfois il y a des problèmes de latence. Bonjour à tous et à toutes, pardon, à toutes et à tous. Je suis Thomas Eisner, je suis un des 3 cofondateurs de GoldenEye Smart Vision. C'est le nom de la solution, et Apollo Plus, c'est le nom de la société. J'ai grandi à Rouen et fait mes études et grandi aussi à Lyon. Donc, le territoire dont on parle et le métier, les métiers dont on parle me parlent. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé GoldenEye Smart Vision. C'était en quelque sorte un moyen de retour aux sources. J'ai peu de temps pour passer beaucoup de messages, donc je vais essayer quand même de sélectionner les messages. La chose importante, c'est que le sujet de la qualité, il est complexe, complet, très compliqué. C'est pas que de la qualité en fait, c'est un impact sur la supply chain, c'est un impact sur l'environnement, c'est un impact sur le recrutement, la formation, l'objectivation et définir ce qui est un problème, un défaut ou une anomalie, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, on s'attaque à un sujet qui a un impact business opérationnel très fort pour les sociétés, les fabricants de tissus, les manufacturiers, les maisons. Et c'est un gros sujet depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde et quelle que soit la matière, l'état de l'art, pour faire le contrôle, c'est l'homme et très souvent la femme. Ce sont des yeux et des mains qui doivent inspecter les tissus, les matières, et c'est très complexe. On peut même dire que c'est fastidieux. On ne voit pas tous les défauts, on n'a pas de traces, on n'a pas de digitalisation et personne n'est d'accord. Nous, ce que l'on propose, c'est cette solution dont vous voyez un exemple ici. Donc, nous, ce que l'on vend, c'est cette machine intelligente d'excellence qui va permettre dans les usines, soit la production, soit la visite, soit avant le façonnage, de scanner vos rouleaux, de scanner vos matières, quelles qu'elles soient, de les digitaliser, donc d'en faire un jumeau numérique et d'en inspecter la qualité. Et je vais vous montrer les résultats que l'on a notamment chez TIL. On a aujourd'hui plusieurs clients en France et en Italie, à la fois sur du mass market, mais aussi sur du premium luxe, et à la fois sur des sujets matières prêtes pour impression, produits finis et avant le façonnage. Et ce qui est intéressant, ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que selon que les matières que vous produisez, selon les variétés, les changements que vous avez, selon où vous êtes positionné dans la supply chain, vous n'avez pas forcément le même besoin. Et notre solution doit s'adapter à ces mêmes besoins. Je vous emmène ici là, dans la solution, notamment chez TIL, que certains doivent connaître. Je vais vous montrer un jumeau numérique d'un rouleau qui fait 380 mètres de long. Donc, on est en temps quasi réel où on va scanner ces tissus, vous voyez,
Vous voyez bien mon écran? Vous voyez le motif qui s'affiche? Parfait. Parfait. Parfait? Oui? Oui, dites-moi, hein. Donc là, vous voyez, vous avez un tissu imprimé qui est une sorte de parterre, feuillu, et on a donc ce jumeau numérique de ce rouleau de 383 mètres, extrêmement précis, puisque là, vous avez l'échelle qui s'affiche d'1 centimètre, et on va pouvoir donc non seulement partager cette information en temps réel avec le façonnier, la marque ou quoi que ce soit, mais aussi en inspecter la qualité. Et là, on lance une IA qui est très particulière chez nous parce que notre IA marche dès le premier jour. Alors, pour ceux qui connaissent ce sujet de qualité, vous vous dites, ce mec-là est un rigolo ou un bonimenteur ou un start-upper parisien. Je suis entre les deux. C'est-à-dire que notre IA est très spéciale car la première couche d'IA est non supervisée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas entraîné avec des images à reconnaître ce qui est normal ou ce qui est un défaut. On lui dit, regarde les images que l'on te donne, part de l'hypothèse que ce n'est pas 100% défectueux et trouve des anomalies statistiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'il fait. Et ensuite, on va rajouter une couche d'expertise pour demander aux opérateurs de valider le résultat de l'IA. C'est-à-dire que là, vous voyez, il trouve tout seul le problème de couture qui est là. Mais si je vous montre d'autres types de tissus, donc là, j'ai changé de tissu, vous voyez bien que c'est un motif différent? Oui, oui. Oui, hein, très bien. On est toujours sur Donc les là, feuilles là. Hein. C'est les Ah oui, feuilles. voilà, c'est bon. C'est le marque. Oui. Non, Il y c'est bon, a ça un a changé. décalage. Désolé pour le décalage. Donc là, on est sur un autre motif qui n'a rien à voir, un rouleau de 262 mètres de long. On lance l'IA et l'IA va nous trouver différents défauts. Elle va mettre en place différentes sonnettes. Donc là, vous voyez, on a quelque chose, un défaut, qu'on va pouvoir agrandir à l'image. Est-ce que vous voyez je crois que c'est un petit fil tiré. Oui. Excusez-moi, mais comme je sais pas, ouais, hein. Donc en fait, la solution est capable de voir tous les défauts et même un peu plus qu'il y en a. Et le travail qu'on va faire avec nos clients, c'est de leur demander d'homologuer la solution. C'est-à-dire qu'ils vont dans ce menu et ils vont nous confirmer, donc je me balaye là de défaut en défaut, ils vont nous confirmer si ce sont des vrais défauts ou pas. Et ça marche dès le premier jour. Et c'est ce qui fait la force de notre technologie. C'est-à-dire que dès le premier jour, vous êtes en phase d'homologation, valider que les images sont de qualité, etc. Et à la fin, là, je vous emmène en Italie, dans une usine haut de gamme qui s'appelle Gentili Mosconi. Et là, on s'occupe de traiter les tuiles de soie. Et là, on est en production. Donc, on lance l'IA qui va trouver certains défauts. Vous voyez, il y a certaines sonnettes digitales qui apparaissent. On sait que l'on a 46 défauts sur ce rouleau. Et ce niveau de défaut va pouvoir varier en fonction du grade de qualité que l'on attend. C'est-à-dire qu'en fonction de la maison ou de l'usage, doublure ou robe ou chemise, on va pouvoir faire varier le grade de qualité. Et là, sur ce grade de qualité, j'ai 46 défauts, mais si je vais sur un grade de qualité plus exigeant, je vais passer à 134 défauts, vous voyez? Et c'est ça la puissance de la solution, c'est qu'elle permet de s'adapter à votre qualité, de objectiver et normaliser les choses et aussi de pouvoir dire, bah, cette matière-là est bonne pour un usage, pour telle maison et pas bonne pour tel usage et pour telle maison. Et ça permet aux opérateurs, aux visiteuses, en fait, d'avoir non pas de s'abîmer les yeux et les mains à essayer de tout voir, ce qui est impossible, mais dans ce travail d'arbitrage. Et donc, la solution vous avez aussi une solution en SaaS, hein, donc vous y accédez en temps réel. Et vous pouvez aussi, bien sûr, éditer des rapports d'inspection papier, les envoyer. Vous avez ici les vrais défauts qui sont signalés, qui rentrent dans la bonification, avec le taux de défectuosité, et donc c'est du premier choix. Et l'indice des défauts qui rentrent en bonification avec leur dimensionnement, leur positionnement et la labellisation. Est-ce que c'est un défaut de trame, de fil lucide ou quoi que ce soit? Et c'est ça qui permet donc d'avoir une vision objective et totale des défauts. Et quand je vais sur la solution, je suis capable de faire afficher les vrais défauts. Donc, sur 134 anomalies, en fait, j'ai 13 véritables défauts, puisqu'on a soit des défauts, ceux qui ont dans la bonification, soit des informations, c'est-à-dire que ce ne sont pas des défauts en termes de bonification, mais ça va rentrer dans… C'est utile pour la suite de la supply chain. Voilà, donc de façon très rapide, hein, il me reste 2 minutes. Si je reviens sur les
applications. On est sur une solution qui est la première solution au monde à être sur une IA d'abord non supervisée, ce qui fait qu'elle donne des premiers résultats dès le premier jour. Ces premiers résultats ne sont pas satisfaisants, mais ça permet une homologation très rapide via le protocole et la solution que je vous ai montrée. On fournit aussi le jumeau numérique, ce qui est aussi une première mondiale, qui permet de stocker, d'archiver et de partager une information en temps réel. Ce qui est important, c'est que les bénéfices pour l'industrie qui sont déjà identifiés et captés, c'est jusqu'à 3 points d'amélioration de la marge brute pour un fabricant de tissu, puisque ça représente le process qualité plus le coût de la non-qualité représente entre 3 et 10% de l'équivalent chiffre d'affaires d'un fabricant de tissu. Et c'est intéressant à chaque fois de poser la question aux entreprises pour savoir comment il est calculé et s'il est calculé. On a aussi la réduction des émissions de carbone puisqu'on va produire autant avec moins de matière. Donc, on ne va pas perdre de capacité de production. On va produire sur moins de matière pour produire autant de demandes et on va optimiser la matière à la fin en faisant une roule parfaite. Pour les maisons ou pour ceux qui sont intégrés, on a des gains de lead time entre 2 semaines et 2 mois. Et tout ça, en fait, grâce à une gestion collaborative, objectivée et partagée de la qualité. Voilà pour faire, bon, on coche pas mal de cases, hein, que ce soit Industrie 4.0, France 2030, souveraineté, productivité, RSE, on coche pas mal de cases. Le ROI de la solution est fort. On n'est pas là pour remplacer les visiteuses. Les enjeux sont ailleurs, j'insiste là-dessus. On n'est plus sur les sujets de réassurance qualité, d'automatisation, d'objectivation de la qualité. Merci Thomas. Mais je vais me permettre une petite question. Est-ce qu'on peut également analyser, en tout cas, ou contrôler la contrefaçon avec la solution? Alors, notre vocation, on crée une data qui aujourd'hui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de data. Donc, en effet, on est capable, en gros, vous avez compris que l'IA non supervisée veut dire qu'on modélise l'ADN du tissu. Donc, le marché gris, le marché de contrefaçon, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, on n'a pas été questionné vraiment sérieusement là-dessus. En revanche, si un jour un fabricant ou une maison nous apporte une chemise ou un vêtement, on peut le scanner. Et comme on a une résolution extrêmement puissante, hein, je ne sais pas si ça parlait mais on est une résolution très, très puissante puisqu'un pixel fait 6 microns. On est capable d'aller chercher l'appariement de ce vêtement dans notre base de données et de voir d'où vient ce tissu ou de voir qu'il ne vient pas de l'usine où il est censé venir. Donc oui, on est capable de faire ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'usage. Le cas d'usage, on est vraiment sur un cas d'usage production, accélération de la supply chain et amélioration de la relation client-fournisseur parce que les problèmes de qualité sont en train d'exploser. C'est ce que nous remonte le marché et ça crée des frictions entre clients et fournisseurs qui travaillent depuis des dizaines d'années ensemble, mais qui n'arrivent pas forcément à se parler. Et là, on vient objectiver et clarifier tout ça. C'est surtout ça le cas d'usage. Merci beaucoup Thomas. J'invite Eric à partager ses slides et à prendre la parole. Entre-temps, je vous rappelle à toutes et à tous qu'il vous est possible de poser vos questions dans le chat. Et en fin de présentation aussi, que vous puissiez prendre la parole et interagir avec nos intervenants. Merci Eric, je t'en prie. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, dans la continuité des présentations précédentes, je vais vous parler de mener des projets IA, comment on mène un projet IA, comment on peut vous accompagner. Nous, à Raïco, on est au service de beaucoup d'industries, y compris le textile. Comme Thomas, j'ai un passé dans le textile. J'ai commencé ma carrière dans la mode et le sport. Donc, être avec vous aujourd'hui me ramène quelques années en arrière. C'est un plaisir de faire la jonction entre ce que je fais aujourd'hui, l'IA, et mon expérience d'avant. À Raïco, on est une société qui a maintenant 5 ans d'expérience, qui a une double culture scientifique et industrielle. Donc, on a été fondé par un ingénieur industriel, alors lui qui vient de l'automobile, mais donc avec vraiment cette connaissance fine de l'industrie, aussi bien sur des fonctions achat, qualité, direction de BU, innovation,
Et puis la science avec Colin Bernet, qui est un chercheur du CNRS, qui en particulier a monté l'équipe de machine learning au CERN pour gérer la masse de données qui vient de l'accélérateur de particules. Donc, Colin, c'est quelqu'un qui fait de l'IA, le machine learning, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une des grandes familles de l'IA depuis 25 ans. Donc, il y a une expertise scientifique très forte chez Araïko. Aujourd'hui, on est 42, 43. On a un pilier de compétences qui est donc la science avec une douzaine de chercheurs, docteurs en sciences dures. Des gens qui savent industrialiser des solutions. Donc, Thomas en a montré un très bel exemple. L'idée, c'est pas de faire de l'IA en laboratoire ou sur des PC de scientifiques. C'est de créer de la valeur avec des solutions qui soient déployées dans les ateliers, dans les usines, dans les systèmes d'information de vos entreprises et que ce soit des outils sur lesquels vous pouvez vous reposer chaque jour. Et pour identifier ces projets, pour les qualifier et développer des solutions, il faut avant tout, alors bien sûr, il faut cette expertise technique au niveau IA et développement informatique, mais il faut une approche métier qui est forte. Et j'imagine que l'historique de Thomas l'a aidé dans la compréhension fine du besoin de ses clients dans le textile. Il ne s'agit pas de faire du tech push, hein, de prendre l'IA en théorie et d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec. C'est de partir d'un besoin vraiment dans vos entreprises. Et pour ça, c'est vraiment essentiel quand vous menez un projet IA de vous assurer qu'il y a cette bonne articulation entre ces différentes compétences. Compétences scientifiques, une capacité à comprendre les enjeux d'entreprise, les enjeux métiers, et une capacité après à industrialiser les solutions IA. Donc nous, à Araïko, je vous disais, on est 43 aujourd'hui, on a peut-être plutôt 130 clients aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on existe. On est particulièrement certifié expert d'ATEIA par BPI France, qui est un autre partenaire institutionnel aux côtés, avec des interactions avec un certain nombre des pôles de compétitivité, clusters, etc. Et qui en particulier peut aider les PME et les ETI dans l'intégration de l'intelligence artificielle au travers d'un diagnostic qui est une mission subventionnée. Donc il y a quand même un certain nombre de guichets potentiels pour aider des projets IA. Et une super porte d'entrée, c'est ce diagnostic qui s'appelle Diagnostic Data IA. Donc pour toutes les entreprises ici qui sont éligibles, c'est-à-dire qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires et qui ont moins de 2000 salariés, donc ça fait quand même un panel assez large. Rapprochez-vous de vos référents BPI France. Ce diagnostic, il a pour but d'identifier des cas d'usage à très fort potentiel pour votre entreprise. Donc encore une fois, c'est vraiment une approche business et métier avant de parler de tech. Vous allez bénéficier au cours de ce diagnostic d'un accompagnement d'experts IA pendant 10 jours, si vous êtes dans le format BPI, ces experts vont étudier votre métier, vos enjeux opérationnels et identifier des projets IA qui peuvent répondre à certains de ces enjeux opérationnels ou enjeux de développement. L'IA ne peut pas tout faire, mais l'IA, quand même, c'est une énorme boîte à outils assez fantastique qui peut créer beaucoup de valeur. L'essentiel, c'est de créer de la valeur là où c'est important pour vous et donc de partir vraiment des besoins de votre entreprise aujourd'hui et dans l'avenir que vous arrivez à projeter. Donc nous, c'est ce qu'on fait en partie chez Araïko depuis 5 ans. On travaille essentiellement pour des PME, des ETI, donc des entreprises de ces tailles-là, et principalement dans l'industrie. Et comme vous le voyez à l'écran, on travaille aussi dans un consortium sur une autre industrie avec Airbus pour aider toute la filière aéronautique à PME ETI à intégrer l'IA. La démarche qu'on recommande sur une stratégie IA, nous, on l'a articulé autour de cet acronyme ARA. Donc, on a comme nom Araïko. L'ARA, c'est le perroquet coloré et surtout très intelligent qui, dans l'imaginaire collectif, peut se poser sur l'épaule du capitaine pour lui montrer la direction. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche à faire chez Araïko. Et donc, on a
on propose un accompagnement, mais qui ressemble à mon avis, la démarche que chacun devrait adopter pour définir une stratégie IA vraiment pertinente. Ça commence généralement par cette phase d'acculturation et de diagnostic. Alors aujourd'hui, vous êtes tous là pour un atelier sur cette thématique, donc c'est une forme d'acculturation. Notre expérience, nous, c'est qu'on a souvent des sponsors, des gens très motivés sur l'IA dans les entreprises, mais pour avancer, ils ont besoin de convaincre leurs collègues, la direction, les autres membres du CODIR. Et là, généralement, ben, on se retrouve avec des angoisses, des fantasmes de baguettes magiques, enfin, un tas de choses un peu nébuleuses, mais qui nous éloignent du concret. Et donc, l'idée, là, c'est de pouvoir faire des sessions d'acculturation où on montre à tout le monde ce qu'il y a concrètement par rapport aux enjeux de l'entreprise. Donc, ça donne envie et à la fois, ça met tout le monde au même niveau et un niveau concret. On dépasse les peurs, les fantasmes, et on est sur quelque chose qui a envie de se projeter. Après, ce qu'on appelle révéler, ben, c'est le diagnostic dont je vous parlais. Donc, vraiment identifier les projets qui sont prioritaires pour vous. Encore une fois, le diagnostic data IA, c'est une démarche qui est très intéressante, qui est très structurée. Nous, on peut vous accompagner. Il y a 2 experts qui le font aussi. Et puis, une fois que vous avez défini cette roadmap, bien sûr, l'idée, c'est d'avancer et de développer des projets comme le magnifique projet que Thomas a présenté avant, avec un besoin ou non de preuve de concept sur des choses très, très pointues. Il peut y avoir besoin de faire des préétudes, des preuves de concept. Il y a des choses beaucoup plus déployables beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, l'IA, encore une fois, c'est une grande boîte à outils. Il y a des choses qu'on peut déployer très vite pour créer de la valeur. Il y a des choses plus complexes, qui ont peut-être plus de potentiel, qui vont demander des preuves de concept, des études, etc., avant de déployer une solution. Donc voilà un petit peu à la fois les compétences clés dont vous avez besoin et puis le type de démarche que je vous invite à imaginer. Alors, si vous avez déjà estimé que vous êtes tous acculturés dans l'entreprise, vous êtes prêts à avancer, peut-être un diagnostic. Si vous avez déjà identifié des cas d'usage forts, rapprochez-vous d'experts qui sont capables de développer ou de déployer ces solutions pour vous. Vous êtes peut-être à différents niveaux du chemin, mais quand on part de zéro, voilà, c'est un peu la démarche qu'on conseille. Alors, pour être un peu dans le concret, par rapport à toutes ces approches un petit peu théoriques de comment on peut s'y prendre, je vais compléter ce qui a été présenté auparavant par Thomas par 3 autres cas d'usage de l'IA. Nous, chez Araïco, on a un métier donc, de conseil. On développe des solutions sur mesure, on développe aussi des solutions standards. Et donc, je vais vous montrer des projets sur lesquels on a travaillé. Donc, un premier projet, un premier cas d'usage concerne les archives textiles. Donc, pour beaucoup de métiers dans le textile, on a des entreprises qui ont un historique important et qui ont des archives qui sont souvent des archives physiques. Alors, au mieux qu'on peut peut-être scanner des pages, mais en tout cas, on se retrouve avec, on l'a croisé fréquemment, ces livres d'archives avec des échantillons de motifs. Et quand les équipes, alors que ce soit des équipes commerciales ou des équipes de conception, ont besoin de travailler sur un nouveau projet, ben c'est très fastidieux d'aller se plonger dans ces archives physiques. Donc là, on peut utiliser l'IA pour traiter toutes ces archives. Alors là, à l'écran, vous avez un petit peu le process d'un projet de ce type. Mais peut-être, pour aller vite, l'idée clé à garder, c'est au final le type de solution que vous pouvez avoir. C'est un moteur de recherche intelligent, qui peut même avoir comme interface un chatbot, qui va vous permettre de rechercher, alors, par mots-clés, par une image, voire en parlant naturellement. Donc, demander, ben, je cherche un motif avec des rayures rouges et puis des perroquets bleus. Et là, le moteur IA va pouvoir aller vous chercher les échantillons de motifs qui correspondent à votre recherche. Donc, comme vous pouvez imaginer, un gain de temps phénoménal qui permet de valoriser l'ensemble de ces archives. Voilà sur un premier cas. Un deuxième cas qui est
plus proche de ce qu'a montré Thomas, mais on n'est plus sur le tissu, on est sur la machine, où là, on est également dans de la recherche, de la détection d'anomalies. Donc là, encore une fois, au niveau de la machine, où on va entraîner des modèles IA pour détecter automatiquement des anomalies sur la machine, et donc qui vont et j'ai bien aimé ce que rappelait Thomas, que les solutions IA sont des assistants, ça ne remplace pas l'humain, c'est des assistants qui systématisent, qui permettent d'apporter de l'objectivité et qui permettent aussi c'est des machines qui vont être disponibles en permanence, et donc peut-être de pallier par rapport à tous les fonctionnements humains, les horaires, etc., les moments de fatigue peut-être. Donc là, on va pouvoir entraîner des outils pour détecter des anomalies machines et prévenir avant que du coup les batchs de production dérivent avec des anomalies et qu'on perde en temps de production, en qualité. On peut intervenir beaucoup plus vite. Voilà un autre cas d'usage très précis sur le textile. Et celui avec lequel je vais finir, c'est un cas d'usage, et vous allez le voir aux images qu'on utilise, qui est beaucoup plus transversal, mais qui parle aussi à l'industrie textile, parce qu'il parle en fait à toutes les industries, et même au-delà, à beaucoup d'entreprises. C'est le sujet de la capitalisation du savoir-faire technique. Donc, dans l'industrie textile, la connaissance technique est très forte, et dans d'autres industries aussi. Et beaucoup d'entreprises sont confrontées aujourd'hui à un problème de perte, de fuite de ce savoir-faire technique, avec les départs à la retraite. Et là, dans les prochaines années, d'ici 2030, j'ai fait pas longtemps une intervention avec le directeur général de France Travail. Les chiffres qu'il évoquait étaient vertigineux sur le nombre de personnes qui vont partir à la retraite, et forcément, nos collaboratrices qui partent à la retraite sont ceux qui ont le plus d'expérience. Et donc, une grande partie de cette expérience est en fait dans leur tête. Et ces gens-là vont partir avec cette connaissance technique. Et ça aurait été pas ou peu documenté. Et donc, les entreprises vont perdre une grande partie de cette connaissance technique. Donc, par rapport à ça, l'IA peut être une réponse. Et là, pour le coup, je vous disais qu'à Raïco, un de nos métiers, à côté du conseil et des solutions sur mesure, c'est de proposer des solutions standards. Et donc là, c'est typiquement une solution qui est maintenant disponible sur abonnement, qui va permettre à toute personne de documenter une pratique, qui peut être un geste, une opération manuelle, mais ça peut être aussi, on l'utilise, des informaticiens l'utilisent. Donc, on va avoir une captation multimodale. L'application embarquée sur un téléphone mobile, sur une tablette, un PC, mais là peut-être le plus simple pour l'exemple, c'est un téléphone mobile. Vous pourrez avec vous pouvez désormais, parce qu'elle est sur le marché depuis quelques mois déjà, documenter une pratique, c'est-à-dire on reprend peut-être l'exemple de quelqu'un d'un expert textile qui est sur une machine, un métier à tisser. Alors peut-être un technicien de maintenance qui intervient sur cette machine va pouvoir filmer son intervention, en même temps faire une note vocale, peut-être faire des zooms, des photos qui permettent de zoomer sur des parties importantes de la machine ou des choses sur lesquelles il intervient. Cette personne va pouvoir aussi joindre des documents, donc peut-être la fiche technique de la machine, des fiches matières, des modes opératoires préexistants. Et tout ça, ça va être synthétisé, agrégé par l'IA, qui va créer une fiche très propre, bien structurée. Et là, la question de synthèse et de structuration, c'est super important, parce que c'est une solution qui est accessible à tout le monde, et des gens qui vont parler comme ils parleraient à un collègue. Donc, ça va être très facile, très intuitif pour les gens qui utilisent cette appli. Mais quand on parle à un collègue, on va peut-être mettre le 3 à la place du 2. On va bien sûr parfois mettre des E. Alors, attends, je ne sais plus. Ah oui, d'abord, tu fais ci. Ah, j'ai oublié de te dire. Et donc, tout ça, bien sûr, on ne veut pas le retrouver sur la fiche. Donc, l'IA va nettoyer, créer une fiche très propre. Ça va être ensuite envoyé pour validation. Donc ça, c'est configurable en fonction des entreprises. Ça peut être le manager, le bureau des méthodes, etc. Donc une personne dans l'entreprise va dire cette fiche est conforme, elle va être publiée, et après elle va être consultable par le biais d'un chatbot. Donc là encore, en s'exprimant naturellement comme on le ferait avec un collègue.
on va pouvoir interroger l'application pour avoir des informations sur une opération qu'on a à faire. Donc, si on reprend notre exemple là, de la maintenance sur un métier à tisser, eh bien, voilà, j'ai à intervenir aujourd'hui, j'ai une opération de maintenance sur telle machine, je suis nouveau dans l'entreprise ou alors je ne suis pas habitué à ce type de machine, voilà, j'ai démonté telle partie, j'en suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, l'application IA va aller chercher la réponse, donc elle vous donne la réponse de manière synthétique et elle va citer les sources et vous permettre d'aller consulter les fiches avec les vidéos, les photos qui ont été créées par vos collègues. Donc ça, c'est des outils qui, à la fois, sur la partie captation, permettent de capitaliser ce savoir-faire technique, c'est-à-dire il n'est plus dans la tête des personnes, il devient maintenant un actif de l'entreprise, il vient enrichir la base documentaire de l'entreprise. Donc on ne perd plus ce savoir, et c'est un outil de diffusion, puisqu'on facilite la diffusion et l'accès au savoir live, vraiment de manière très intuitive, très naturelle aussi, pendant qu'on est au travail en opération. Donc, on n'a pas à s'extraire, à faire une recherche un peu complexe. Quand on est sur le job, là, on peut avoir directement l'accès à l'info pertinente. Donc, un autre type d'application, un peu différente, mais qui vient compléter un peu le panorama de ce que peut faire l'IA pour vous aujourd'hui dans vos entreprises. Très rapidement là-dessus, donc ça vous montre différents exemples de ce que peut faire l'IA, depuis les productivités jusqu'à des nouveaux services. On a chez Raiko créé un petit guide, un petit livre blanc, un petit guide pour les personnes qui veulent se lancer dans un projet IA. Donc je vous invite à scanner le QR code et puis de toute façon ces éléments-là, ce QR code et les présentations, les slides, et je pense celles des autres vous seront envoyés après le webinaire. Donc voilà, vous avez mes coordonnées et je suis, je pense, comme mes collègues, ouvert à vos questions, commentaires. Merci bien. Merci beaucoup, Eric. C'était très intéressant. J'avais juste une petite question avant de passer aux questions aussi. Je vous rappelle, hein, dans le chat, vous pouvez poser les questions ou prendre carrément la parole. Normalement, c'est possible. Est-ce que vous avez rencontré à Raiko quelques difficultés ou quelques freins à installer des solutions d'IA dans des entreprises de textile et particulièrement qui vont être plus artisanales? Est-ce que déjà il y a un problème d'acceptabilité ou bien des fois tout simplement des problèmes techniques parce que les solutions ou l'équipement qui est utilisé n'est pas forcément adapté ou est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, oui, bien sûr, il y a toujours des enjeux à prendre en compte. Alors, à la fois des enjeux techniques. Donc, l'IA travaille sur de la donnée. Alors, peut-être que cette donnée peut provenir en partie des outils numériques, des outils digitaux, et toutes les entreprises n'ont pas une maturité numérique forte. Donc, on peut avoir là accès à assez peu de données à ce niveau-là. Ou alors, on peut avoir des données qui remontent, par exemple, de capteurs. Surtout l'équipement industriel. Donc là, on est sur le domaine de l'IoT. Et pareil, il y a une maturité à ce niveau-là qui est pas homogène. Mais comme vous l'avez vu sur le dernier exemple, ou même sur l'exemple de Vision, le projet de Thomas ou les autres que j'ai évoqués, on peut en fait capter de la donnée qui n'est pas remontée auparavant. Donc là, quand on va capter de la donnée avec visuel, avec des caméras, bah, c'est peut-être quelque part quelque chose qui était capté avant par les yeux des opérateurs, mais qui n'était pas systématiquement traité. Et donc là, on peut faire de l'IA sans qu'il y ait précédemment une grande maturité numérique ou plein d'équipements sophistiqués qui sont installés. Et le dernier exemple que je vous ai montré, ben, on part en fait, la donnée, c'est la parole des opérateurs et des membres de l'équipe. Donc, en fait, l'IA, c'est très, très large dans ses applications. Donc là, on parle de données. Après, il y a d'autres enjeux qui peuvent être, tu l'as mentionné, le côté humain. Donc, l'IA peut parfois, c'est comme toute nouveauté, hein, toute innovation technique, ça peut poser des questions. Il y a beaucoup aujourd'hui d'angoisse par rapport à l'IA qui va me remplacer, qui va prendre mon travail. Alors, on ne va pas se cacher la réalité. Dans les années qui viennent, il va y avoir de grandes transformations du monde du travail et il y aura sûrement des métiers qui vont être très, très remués. Aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est quand même principalement des assistants
qui vont aider les métiers dans des choses qui sont soit à moindre valeur ajoutée, soit où typiquement les sujets de contrôle qualité, de contrôle de conformité, où l'humain a ses faiblesses parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 à l'usine, parce qu'on a ces moments de fatigue, etc. Et donc là, on vient rattraper, normaliser de la surveillance de qualité. Mais tout ça, effectivement, il faut l'expliquer. Et donc, des projets IA, c'est comme tout projet d'innovation, il faut au maximum le co-construire avec les utilisateurs, utilisatrices, expliquer les enjeux, leur expliquer comment cette solution va les aider, et puis co-construire l'interface, l'intégration pour que ce soit le plus ergonomique sur les postes de travail et dans leur façon de faire leur job au quotidien. Merci beaucoup, Eric. Je note qu'il y a une question pour Thomas Isnard de Sonia Abbas qui te pose la question suivante. Est-ce que l'IA sait classifier les défauts qui sont détectés? Elle dit qu'elle peut fonctionner sans supervision, donc c'est la solution de GoldenEye, au moment de l'entraînement et détecte des défauts au moment de l'inférence. Mais à quel stade vous venez dire que c'est un défaut classe A, B ou C? À quel moment vous pouvez identifier la classe de défaut? Et l'autre question, est-ce que la solution est adaptable au cuir? Parce que pour l'instant, enfin, ce que vous nous avez présenté, c'était sur un tissu. Il faut activer le micro, Thomas. Pardon, merci il Super. y a 3 questions en fait. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière. Oui, elle est adaptable au cuir. Et on a déjà fait des tests puisque notre solution étant non supervisée. Et Sonia, si vous le souhaitez, on peut prendre rendez-vous et je vous montrerai les résultats pour le cuir. Pour faire réussir un projet d'IA, je reviens aussi à ce qui était dit précédemment et sur quoi je te fais d'accord, c'est qu'une fois que vous avez une IA qui fonctionne, une fois que vous avez un système optronique qui permet de prendre des images, donc de créer de la data là où il n'y en a pas, une fois que vous avez un logiciel qui fonctionne, vous n'avez fait que 80% du chemin. Parce qu'il faut l'intégrer dans un process industriel et surtout, il faut que ce soit conforme, et je réponds à votre deuxième question, à vos règles qualité. Et vos règles qualité, vos exigences qualité sont systématiquement différentes. Et c'est ce que permet de faire notre solution. Dans la question que vous posez, Sonia, je me permets de vous appeler Sonia, j'espère que vous ne voulez pas. La première couche d'IA, elle dit ça, c'est non supervisé, elle dit ça, c'est pas normal, je ne sais pas l'expliquer. Donc, c'est une anomalie. Merci. C'est une anomalie. En revanche, elle n'est pas capable de la qualifier. C'est en fait la qualification, il y a 2 qualifications. Dire quel type de défaut c'est fait par tous nos clients de façon conjointe. Donc là, plus on a de data, plus on a de clients, plus on est rapide pour détecter les défauts, mais aussi pour les labelliser. Mais la phase où vous allez être en pleine responsabilité et pleine souveraineté, c'est quand vous allez dire ce défaut reconnu, oui, c'est bien un défaut, ou non, c'est pas un défaut, ou alors c'est une information. Et j'insiste sur cette distinction entre défaut qui rentre dans les points de bonification, ou j'ai oublié le nom, enfin bref, qui impactent la production, votre chiffre d'affaires, vos avoirs, etc. Et les défauts qui sont des informations qui sont utiles pour la suite. Donc, si je résume, notre solution, en fait, dans le pipeline d'algorithmes, une fois qu'on a les images, qu'on a fait ce Google Maps du tissu, vous avez ce jumeau numérique que vous avez vu, l'IA non supervisée va toute seule voir un certain nombre de défauts. Elle va vous proposer donc ces défauts-là et éventuellement vous proposer une labellisation. Je vous ferai une démo. Si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que c'est un défaut ou si c'est une labellisation différente, vous lui dites. Et c'est en faisant ça sur quelques rouleaux que l'IA va apprendre. Et sur donc défauts, classe A, classe B ou C, ça ce sont vos propres règles. Et je vous ai montré la gestion du grade qualité, mais aussi des règles de gestion que je n'ai pas pu vous montrer, qui permettent d'aboutir ensuite au rapport d'inspection finale, qui dit le niveau de est-ce qu'on est grade A, B, C, de niveau de bonification, qui isole les défauts, les positionne et en donne la dimension et bien sûr le type. On a commencé ce sujet il y a 6 ans, hein, pardon. On a commencé ce sujet il y a 6 ans, donc là, on est en production. On se développe sur différents types de matières.
que ce soit le luxe, le mass market, les imprimés, la soie, enfin, tout type de chaîne et trame, de structure, d'étoffe, et aussi sur les composites. Et le cuir. Et je reviens sur le cuir, parce que j'ai une des qualités, c'est d'être honnête. Le cuir, on a une technologie prometteuse, mais il y a encore tellement d'humain, d'artisanal, de toucher dedans, que je pense que ça prendra du temps. Ce n'est pas une question d'IA, c'est une question de comment je l'intègre aujourd'hui à mon process. Merci beaucoup, Thomas. Je vois que Shaoki t'a levé la main. Oui, j'ai levé la main juste pour compléter deux éléments de réponse parce en fait, je rejoins Eric sur la partie orienter la solution sur le besoin et d'où l'intérêt en fait, de travailler avec les pôles. Parce qu'en fait, nous, chez Tectera, on va jamais générer ou faire un projet d'innovation sans besoin. En fait, l'élément déclencheur, comme je l'ai dit, c'est le besoin chez l'industriel. Ça, de un. De deux, le deuxième point fort, c'est qu'on a un état de l'art mondial. Quand Thomas il est venu nous voir avec sa solution, je lui ai clairement dit, si ta solution elle se base sur une défothèque, ce n'est pas une INO. Si elle contrôle que le tissu uni, ce n'est pas une INO. Et c'est pour ça qu'en fait, Thomas, dans son cas d'usage, il montre le tissu imprimé. Et les textiliens, ils vont confirmer, c'est le plus difficile à contrôler. Parce que comment l'IA derrière ou la captation de données, elle va confondre le motif avec le défaut. Et c'est pour ça que on a proposé de présenter le tissu imprimé, comme quoi que c'est l'étape la plus difficile à contrôler. Absolument. Donc voilà. Donc c'est juste pour compléter l'intervention d'Eric sur le besoin et pourquoi on a choisi de faire une démo avec le tissu imprimé. Je vois que le sujet est passionnant. Merci beaucoup. Le temps passe, il est presque 14 heures, il est d'ailleurs 14 heures. Donc, ce que je note, c'est que l'IA, finalement, et les solutions numériques, la digitalisation n'est que nécessaire aujourd'hui pour être compétitif sur le marché. C'est important pour la filière du textile au niveau français, pour rester, oui, pionnier dans le domaine, compétitif, toujours dans l'excellence. En tout cas, je remercie les trois interventions. Merci beaucoup. C'était très instructif. Moi, je suis pas du tout du domaine, donc ça m'a vraiment, c'était vraiment un plaisir. Je remercie aussi tous les participants. Je vous rappelle juste que ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de MIAI et aussi de Minalogic, ainsi que les slides vous seront transmises. Je vous invite aussi à consulter le site web de l'Institut MIAI, mais aussi de Minalogic, parce que chaque mois, vous avez des webinaires qui sont thématisés, qui sont autour des usages de l'IA dans différentes filières. Donc, n'hésitez pas à consulter le calendrier de ces webinaires. Pour ma part, je m'appelle Manel Boumegoura et je suis ici au titre au nom du Bureau Innovation de MIAI et représentante de la SAT Linxium. Et je remplaçais Philippe Vixorek qui s'excuse et qui n'a pas pu animer ce webinaire, mais je suis sûre qu'il va le revoir. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Et Merci. pour compléter, effectivement, la prochaine session aura lieu le 23 mai et portera sur l'industrie et la robotique. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir.